Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Mara Bereshit, présidente de la section Montréal de l'Association des économistes québécois. Et je désire vous souhaiter la bienvenue à ce premier vidéoconférence de la saison 2015-2016 de l'ASDEC Montréal. Cette année, nous avons préparé pour vous une programmation riche et au cœur de l'actualité économique. Vous pouvez le voir vous-même, on a distribué normalement des calendriers pour toutes les personnes ici présentes. Et nous sommes très contents de débuter cette saison par une activité qui est au cœur des préoccupations des entreprises, des experts et des décideurs politiques. Il s'agit de la main-d'œuvre pour une économie basée sur le savoir et aux prises avec un vieillissement de sa population. Donc, nous avons réuni pour vous aujourd'hui 3 experts de renom qui vont nous exposer leur vision, leurs solutions pour améliorer la disponibilité de la main-d'œuvre. Je laisserai le soin au modérateur de vous les présenter. Je suis convaincue que ce débat sera des plus riches et vous instruira davantage sur tous les enjeux de main-d'œuvre. Maintenant, j'inviterai M. Alain Bélanger, professeur de démographie INRS, Centre Urbanisation Culture Société et président de Canadian Population Society, à vous présenter vos conférenciers et animer l'activité de ce midi. Sur ce, bonne conférence. Merci. Bonjour. Effectivement, on a un sujet, je pense, d'intérêt général extrêmement important. Ça fait déjà peut-être 50 ans que les démographes, je suis démographe, je parle un peu pour ma paroisse, parlent de vieillissement démographique, sauf que c'est un peu comme le climat, ça se passe lentement, puis à un moment donné, on arrive dedans. Aujourd'hui, les premiers baby boomers ont commencé à atteindre l'âge de 65 ans. Évidemment, les taux d'activité, au-delà de 55 ans, commencent à diminuer, et on s'interroge sur les possibles pénuries de main-d'œuvre, alors que les cohortes pleines du baby-boom vont sortir du marché du travail pour être remplacées par des cohortes moins pleines, moins nombreuses des générations qui suivent. Mais il y a quand même plusieurs phénomènes qui se produisent en même temps que ce vieillissement démographique-là. Et on a la chance ici d'avoir 3 conférenciers qui vont pouvoir nous éclairer sur 3 de ces phénomènes-là qui sont extrêmement importants dans cette adéquation entre demande et offre de main-d'œuvre. Dans un premier temps, il y a Mme Jérôme Forget, qui n'est plus à présenter, ancienne vice-première ministre du Québec en 2007, au ministre des Finances. Surtout ministre des Finances. Oui, surtout ministre des Finances. Est-ce que je t'ai donné un autre titre? Oui, exactement. Ah, oui, mais c'est pas grave. Mais ça, je me rappelle, vous étiez ministre des Finances, mais je ne sais pas pourquoi j'ai inventé des choses. Donc, de 2007 à 2009, elle sera suivie et Mme Forget va nous parler d'un phénomène extrêmement important, c'est le travail des femmes. C'est effectivement extrêmement important parce qu'avec le vieillissement démographique, les cohortes anciennes sont remplacées par des cohortes plus jeunes, puis les comportements des jeunes cohortes féminines sont bien différents des cohortes précédentes. Alors que il y a 20 ans, 40 ans, les femmes travaillaient alors qu'elles étaient célibataires. Une fois mariées, elles quittaient le marché du travail, ou encore au moment où les naissances survenaient, ou parfois revenir un peu plus tard. On avait souvent dans les courbes d'activité des féminines un double mode qui tend à disparaître. Évidemment, le taux d'activité est plus faible chez les femmes que chez les hommes, mais toutefois, avec le remplacement des anciennes générations dont le comportement était moins élevé en termes de participation, par les jeunes générations, on peut penser qu'il y a une partie de la baisse de la main-d'œuvre qui est anticipée par la retraite des baby-boomers qui pourrait être comblée par ce phénomène-là. Dans un deuxième temps, Pierre-Carl Michaud, professeur à l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements démographiques, va nous entretenir sur un deuxième phénomène extrêmement important, alors qu'il y a 10 ou 15 ans, peut-être moins, on parlait de liberté 55, et que tout le monde espérait pouvoir prendre sa retraite à 55 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu moins
peut-être désillusionnés par rapport à ce phénomène-là, qui est peut-être plus de publicité qu'autre chose. Et on l'observe effectivement en termes de taux d'activité chez les travailleurs âgés, une augmentation depuis le milieu des années 90 assez importante pour les deux sexes, puis pour différents niveaux d'éducation, etc. Et M. Michaud, donc, va nous éclairer aussi sur ce second phénomène qui peut permettre de compenser le départ des baby boomers du marché du travail. Finalement, notre troisième invité, et non le moindre, est Thomas Gulian. Thomas Gulian, directeur de l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants au Collège de Maisonneuve et aussi chercheur régulier au Centre de partage de savoir interaction du CUSSS du nord de Montréal. Monsieur Gulian va nous entretenir surtout de la sociologie du marché du travail et des obstacles par rapport à la reconnaissance des diplômes pour les travailleurs issus de l'immigration. Parce que c'est peut-être le troisième phénomène important dans cette dynamique de remplacement de la population active. C'est l'importance que prennent de plus en plus les travailleurs nés à l'étranger et en termes de nombre, mais aussi en ce qui concerne la possibilité de les intégrer pleinement à l'économie. Donc, bon, je suis l'animateur, mais je suis aussi professeur de démographie. Oui, vous allez nous voler toutes nos lignes. Ah ben non! Ah ben je les ai présentés déjà, mais oui. Je vais essayer de ne pas tout vous voler. En fait, je vais essayer de vous mettre en... Voilà. Donc, c'est le sujet de notre causerie. Quelles solutions pour assurer la disponibilité de la main-d'œuvre? Et moi, je peux utiliser. Donc, en tant que démographe, ce qu'on aime bien faire, les démographes, peut-être une des plus grandes utilités d'un démographe, c'est de faire des projections démographiques. Ce que j'ai pu réaliser au moyen d'un modèle de microsimulation, peu importe la méthode, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que j'ai plusieurs caractéristiques des individus qui sont projetés en même temps. Ici, c'est les résultats agrégés de ces projections-là qui sont présentés pour l'ensemble du Québec pour la période 1986 jusqu'à 2006, qui sont des données observées, et des projections qui vont jusqu'en 2031. Il y a trois scénarios démographiques. Un de faible croissance, le scénario de référence qui est la courbe au milieu, et un scénario de forte croissance. En gros, les différences en termes de mortalité, de fécondité, ne sont pas très importantes sur cette période-là. C'est surtout les différences en termes de niveau d'immigration qui sont représentées par les trois courbes. On voit évidemment que si l'immigration est plus forte, le nombre de travailleurs qui vont être sur le marché du travail va être plus élevé. Il y a des choses intéressantes aussi à remarquer. Si la courbe la plus basse, celle en pointillé, au bas, représente le nombre de travailleurs qu'on aurait si les taux d'activité ne changeaient pas depuis 2006, alors qu'on sait que les taux d'activité augmentent chez les 55 ans et plus, chez les femmes, etc. On voit bien que là, c'est le scénario le plus catastrophique. La main-d'œuvre diminue, on aurait une pénurie de main-d'œuvre, entre guillemets. Par contre, il y a des scénarios encore plus favorables que celui avec la plus forte immigration. C'est les scénarios où il n'y aurait pas de différentiel dans les taux d'activité entre les immigrants et les non-immigrants, entre les personnes appartenant à un groupe de minorités visibles et les Blancs. Et finalement, peut-être pour une autre histoire, là, il y a le scénario le plus favorable, c'est celui où il n'y aurait pas de migration interne qui est toujours défavorable au Québec. Je ne sais pas si on va... Juste pour clarifier,
population active, c'est les 15-64 ici? Oui. Donc, Il y a des 65 ans et plus aussi qui peuvent être actifs. Il y a des taux d'actifs. Mais est-ce que c'est inclus là-dedans dans votre Oui, oui, oui. C'est les actifs, par exemple. Ce n'est pas la population d'âge actif. C'est la population qui est sur le marché, qui cherche un emploi ou qui est à l'emploi. Donc, les taux d'activité sont intégrés dans les projections. Ce n'est pas juste des projections purement démographiques. Parce que là, quand c'est des projections purement démographiques, c'est plutôt la courbe du bas qu'on observerait. Bon, ça, c'est le nombre de travailleurs potentiels, si on veut. Mais peut-être plus important encore, c'est le taux d'activité globale qui importe. Ici, on voit que peu importe le scénario démographique, faible croissance, scénario de référence ou de forte croissance, les trois lignes noires sont superposées l'une sur l'autre. Donc, ce n'est pas tant le nombre d'immigrants qui compte, mais comment que ces immigrants-là vont s'intégrer sur le marché du travail qui est important. Et ça, on le voit bien avec la courbe en rouge qui montre pas de différentiel immigrants et minorités visibles, qui se retrouve à être le scénario où le taux global d'activité est le plus élevé de tous. Donc, si les immigrants sont bien intégrés, le problème de la pénurie de main-d'œuvre anticipée est moins important. Encore une fois, avec le taux d'activité constant, le scénario apocalypse, ben c'est la dégringolade. Les projections permettent aussi de qualifier la population active du futur. Ici, on compare simplement pour 4 différentes caractéristiques de la main-d'œuvre. La proportion observée en 2006 et celle projetée en 2021. La population active, la proportion d'immigrants parmi la population active va pratiquement doubler en 25 ans. En ce qui a trait des personnes appartenant à un groupe de minorités visibles, c'est plus que doublé, c'est une augmentation de 150% en 25 ans, pardon. La population active âgée de 55 ans et plus, les travailleurs âgés, augmenterait elle aussi à peu près du double, du 5 au double en 25 ans. Et on voit aussi, parce qu'il y a un mouvement de remplacement des cohortes de baby boomers ou de pré-boomers qui sont moins éduqués que les jeunes générations qui suivent, et aussi à cause de l'immigration sélective par niveau d'éducation, la forte croissance de la population active qui détiendrait des diplômes universitaires, qui passerait de 20% en 2006 à 42% en 2031. Est-ce que, en termes de compétences, est-ce que l'offre va dépasser la demande? C'est vrai qu'on est dans une société du savoir, puis il y a des projections de la demande de la main-d'œuvre réalisée au Québec ou au Canada par niveau de compétences qui correspond finalement dans leur plus large définition au niveau d'éducation. Ce qu'on observe ici sur ce graphique, c'est l'augmentation ou la diminution selon le statut d'immigrant ou de non-immigrant par niveau d'éducation de la population active sur la période de projection de 25 ans. Et au bas, on voit les pourcentages agrégés. Donc, on voit que la population active détenant un diplôme de baccalauréat et plus va augmenter de 122% en 25 ans, selon les projections, mais que pour les trois autres niveaux d'éducation, collégiale, secondaire ou inférieur au diplôme secondaire, c'est du secondaire, je ne sais pas secondaire ou moins, c'est diplôme de secondaire, la deuxième colonne, je m'excuse. Les taux de croissance sont négatifs. Peut-être que là, on peut voir une possibilité de pénurie de main-d'œuvre, donc sectorielle ou par niveau de compétence, ou encore un remplacement de la main-d'œuvre détenant des emplois, le remplacement des emplois occupés par une main-d'œuvre qui est peut-être qualifiée présentement par des gens qui risquent d'être surqualifiés pour leur emploi. C'est-à-dire travailler dans un emploi qui nécessite un diplôme secondaire ou un diplôme collégial, alors que la personne détient un diplôme universitaire. Évidemment, comme je disais, les projections de la demande de la main-d'œuvre montrent qu'il y a une croissance beaucoup plus forte de la population, de l'emploi avec des diplômes de professionnels, finalement, que de... Néanmoins, au niveau du Canada, du moins, tous les niveaux de compétences ont des taux positifs de croissance au niveau de la demande. Donc, la pénurie pourrait être
sectorielle en termes de compétences. Un autre élément que je voulais présenter, c'est en termes de niveau de compétences. Je ne sais pas si j'ai parlé trop longtemps déjà. Ben oui, bon, moi j'ai fini. Vous avez encore une minute. Une minute, d'accord, merci. Ici, c'est simplement, il y a une enquête sur, il y a plusieurs enquêtes sur la compétence en termes de littératie. Dans ce graphique-ci, je présente finalement la répartition de la population immigrante et des natifs au niveau de compétences en littératie. On voit que, puis le X-bar présente la moyenne. La moyenne chez les natifs est de 286 versus 260 chez les immigrants sur une échelle de 0 à 500. Et aussi le pourcentage qui atteignent le niveau 3. Le niveau 3 est défini comme étant le niveau nécessaire pour bien contribuer à une société comme la nôtre. Chez les natifs, le pourcentage est de 62% qui atteignent le niveau 3 ou plus, alors que chez les immigrants, c'est de 41%, malgré les différences en termes de niveau d'éducation. Donc là, ça amène un peu la présentation de M. Julien sur l'intégration économique des immigrants. Bon, ceci étant dit, on va passer à autre chose. Et on va passer à la présentation de Mme Jérôme Forget. Et je vous passe les commentaires. C'est pas bien, ça, je pense. Parce que c'est... Ah oui. Ça semble être bon. En fait, c'est votre nom que je vois. J'espère que c'est bon. Ah oui, d'accord. C'est bien ça. Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, moi aujourd'hui, on m'a demandé de parler d'un sujet que j'aborde beaucoup de ce temps-ci, l'apport des femmes à l'économie du Québec. J'ai écrit un livre à Cyrano, et le titre du livre, qui a été trouvé par Claude Montmarquet, c'était « Les femmes au secours de l'économie ». Ça vous donne un peu l'image de ce livre-là. Et voilà un peu la conférence que je vais faire. Messieurs, ne sentez pas isolés, vous allez voir que j'ai des bons mots à dire à votre sujet. Alors, tout comme disait mon prédécesseur, les baby boomers ont atteint l'âge de 65 ans en 2011. Les nouveaux arrivants au Québec étaient en baisse de 19%. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Vérifier parce que j'ai peut-être des données, il y a peut-être des données plus récentes. Le poids démographique du Québec est de 23% en baisse encore par rapport à ce qu'il a déjà été. Et le plafonnement de la population active en 2014 est là. Mon successeur va dire que je me trompe. Moi, je prévois un déclin prolongé, mais c'est parfait, il va dire le contraire. Ça ressemble à l'économique, hein? Voilà, en 2010, l'Économiste fait la première page, janvier 2010, disant « We did it ». We did it parce que finalement, les femmes occupaient presque 50% de la main-d'œuvre et par conséquent, le type d'image reflète une image des années 50 finalement. Voilà donc une victoire acquise. Le plaidoyer que je vais faire, c'est vous montrer qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Ça fait quand même très longtemps qu'il y a autant de filles que de garçons à l'université depuis les années 80. Ces femmes-là, aujourd'hui, devraient avoir 50 ans et plus, et donc devraient se trouver à des postes élevés. Et elles ne sont pas là. Le nombre de diplômés du premier cycle, simplement regardez, le rose, comme je suis ancienne, le rose, ce sont les filles, le bleu, ce sont les garçons. Mais vous voyez le nombre de diplômés de premier cycle, les femmes sont plus nombreuses. Deuxième cycle, elles étaient moins nombreuses, mais finalement, elles ont rattrapé. Donc, ça veut dire que nos filles, et d'ailleurs, si vous regardez dans les universités, les professeurs vont vous dire qu'il y a beaucoup plus de filles à peu près partout, sauf peut-être au génie et dans certains secteurs des mathématiques, peut-être en économique également, il y en a un peu moins, mais je ne suis même pas certaine. Sur le marché du travail,
voyez les femmes apparaître également, être de plus en plus nombreuses. Et donc, quand on regarde ce qui s'est passé avec l'économiste qui nous sort en 2010, finalement, We Did It, et qu'on regarde la participation des femmes, on a l'impression que, dans le fond, tout est tombé dans l'ordre et que tout se passe très bien. Or, le plaidoyer que je vais faire, c'est que c'est une main-d'œuvre qui est là et qui est sous-utilisée. Et vous allez voir pourquoi. Puis c'est pas simplement, je vais parler du plafond de verre, mais je vais parler également du plancher collant. C'est là où, messieurs, vous n'êtes pas responsables. Le plancher collant, c'est essentiellement les femmes qui, souvent, ne manquent, je dirais, du goût du risque, ne soumettent pas leur candidature, et je vais y revenir. En moyenne, et ça, c'est une étude qui a été faite dans les grands Ivy Schools aux États-Unis, des femmes qui sortaient avec des MBA de Harvard, Yale, les 5 plus grandes écoles, et en moyenne, elles gagnaient 4 600 $ de moins en commençant. C'est un peu le point que vous faisiez au départ, M. Bélanger, le fait qu'elles gagnent moins cher. Mais on tombe dans une table de femmes et de gradués qui sont de très haut niveau dans des universités qui sont très reconnues et qui, malgré tout, arrivent en moyenne. Bien sûr qu'il y en a qui gagnent autant, mais en moyenne, 4 600 $ de moins. L'autre représentation que vous voyez, qui sont les chefs d'entreprise? 6% des postes de CEO sont des femmes. Alors, vous voyez qu'il se passe quelque chose en chemin parce qu'elles sont à 50% quand elles arrivent sur le marché du travail ou presque. Elles tombent dans le middle management à peu près dans les 30-35% et arrivent ce que j'appelle le plafond de verre ou le plancher collant. Et là, dès qu'on tombe dans l'autre niveau, c'est-à-dire VP, etc., à peu près ce niveau-là, elles tombent à 15%. Et quand on arrive au poste de CEO, elles sont à 6%. Donc, il y a l'hypothèse que je fais, c'est que comme elles sont formées, comme elles sont bonnes à l'école, comme elles ont du talent, est-ce que la société profite pleinement de cette main-d'œuvre? Et le plaidoyer que je fais, c'est que non, il y a une perte. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre à ce sujet-là. Je suis très contente de l'avoir sorti il y a 3 ans, parce qu'à peu près 9 mois après moi, Christine Lagarde, du Fonds monétaire international, a sorti un document avec la même analyse. Et elle va aussi loin que faire des projections de croissance de PIB si les femmes étaient utilisées à leur plein potentiel. Donc, c'est donc dire que ce dont je parle aujourd'hui, il y a une écoute attentive. Les gens sont conscients de ça. Vous avez vu que le nouveau premier ministre du Canada a décidé qu'elle allait avoir un conseil des ministres paritaire. Rappelez-vous que M. Charest avait mis en place un conseil des ministres paritaire et je peux vous garantir que les femmes, ce n'était pas les postes subalternes qu'elles occupaient. Elles naient le show, finalement. Pardonnez-moi le langage, là, mais c'est à peu près ça. Elles occupaient des postes importants, des postes clés. C'est donc dire que c'est très important. Je donne un exemple au niveau des femmes, au niveau des conseils d'administration. Parce que les conseils d'administration, c'est là où se prennent les grandes décisions stratégiques. Ben, il y a 26%, et je vais vous dire, ça a pu changer là, un peu. Mais tellement peu que je ne me suis même pas badrée de mettre qui a à peu près 3 ans, ce PowerPoint à jour. Je sais que ça a à peine changé. Donc, une femme sur leur CA, 26%, 42% n'ont pas de femmes.
Aucune. Y compris une entreprise comme Rietman. Je ne sais pas si vous savez ce que ça fait, Rietman. Ça vend de la guenille. OK? Ça vend des vêtements de femmes. Il n'y a pas un vêtement d'homme dans le magasin. Le conseil d'administration a 0 femme. Alors, j'ai toujours dit à Jérémy, d'ailleurs, il ne m'aime pas du tout, Jérémy, comment ça se fait que, dans le fond, il n'y a pas de femmes? Et je lui ai même dit, c'est pour ça que tes magasins sont si ennuyants. Parce qu'ils sont ennuyants. Vous avez la prochaine qui, qu'en est-il du reste du Canada? Le Québec n'est pas différent. Il est comme les autres provinces, ou à peu près. Peut-être d'ailleurs qu'on est un peu plus haut que 16 %, parce que dès que vous avez 2-3 femmes de plus, la statistique change. Il y en a tellement peu là, que finalement, c'est très important. Maintenant, j'ai gardé l'autre et je l'ai gardé en 2010. Ce pourquoi j'ai gardé ça, c'est que vous voyez les différents pays, la Norvège qui est déjà à 34 % en 2010, la France qui est à 9,5 %. Vous voyez également, le Canada est à peu près à 13-14 %. Mais voyez ce qui se passe en France aujourd'hui. C'est encerclé, c'est rendu 32 %. 32 % sur les femmes, les conseils d'administration. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est parce qu'il y a plusieurs gouvernements, dont la France, qui ont décidé de légiférer et d'imposer les quotas à peu près 40 % d'ici un certain nombre d'années. Bon, il y a plusieurs personnes, moi je suis pro-quota, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, oui, mais on va nommer la belle-sœur, la belle-mère, etc. Ne vous inquiétez pas, j'étais en France récemment au 440, qui est dans le fond le regroupement des plus grandes entreprises, qui sont tous venus se vanter qu'ils avaient trouvé les perles rares. Ah, ils ont trouvé les femmes. Et ce pourquoi elles ne sont pas là, c'est pas parce que les gens sont méchants. Je peux vous garantir ça. C'est parce que la nature humaine est ainsi faite qu'on va vers des gens que l'on connaît. Ça, là, ça fait partie de la nature humaine. Si je vous demande aujourd'hui de me donner une personne pour un poste quelconque, votre cerveau va fonctionner en fonction des gens que vous connaissez. Et de plus en plus, l'idée, c'est de sortir de ce cadre-là, et de plus en plus, les gens font appel à des chasseurs de tête, par exemple, pour identifier des candidats. Et de plus en plus, maintenant, on en trouve des femmes, justement, qui ont été bien formées et qui sont capables de siéger au conseil d'administration. Je vous ai parlé plutôt du plafond de verre et le plancher collant. Le plafond de verre, c'est essentiellement, comme vous allez le voir un peu plus tard, c'est un plafond qui existe, on voit, mais on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre, puis, ça pourquoi on ne peut pas l'atteindre, c'est parce qu'on ne fait pas partie des réseaux. Par exemple, un des conseils que je donne à l'Association des femmes en finance, mesdames, apprenez à jouer au golf et soyez bonnes. Embauchez le meilleur pro possible, il faut que votre première balle soit 150 verges. Parce que sur le terrain de golf, il se passe plein de choses. D'ailleurs, je parlais à quelqu'un l'autre jour qui me racontait qu'il va une personne très connue, qui va tous les ans dans un camp de pêche extraordinaire parce que les hommes qui sont des CEO vont à la pêche. Beaucoup. Et ils ont le temps, ils le prennent. Et là, comment il dit, c'est que finalement, se brasse plein d'affaires dans la chaloupe, quand vous êtes 3 dans la chaloupe, pendant des heures à attendre le poisson. Et voilà un indicateur très important, finalement. Alors, le plancher de verre, c'est que nous, on ne va pas à la pêche, on ne va pas à la chasse. On n'a pas le temps au travail. Alors, vous avez le plafond de verre. Je vais vous raconter une anecdote, un projet d'étude, parce que moi, quand mon livre est sorti, j'ai reçu la visite d'une femme qui était de Harvard, qui est venue me rencontrer parce qu'elle avait entendu parler du livre, etc. Elle m'a raconté qu'en 2013, ils ont un cas, une histoire de cas au MBA Harvard. Et l'histoire est la suivante, c'est le même cas, et dans un cas, c'est Heidi, et dans l'autre cas, c'est Howard. Hommes ou femmes dans la classe, pas seulement les hommes, là.
hommes ou femmes, dans la classe du MBA, ont trouvé Heidi agressive, trop politique, égoïste, pas le genre de personne avec qui je voudrais travailler et pour qui je voudrais travailler. Hommes ou femmes ont trouvé Howard extraordinaire, un bon patron, déterminé, il sait où il va, etc. Donc, on a dans notre cerveau, tous et toutes, une image de ce qu'est un comportement acceptable de la part des hommes et des femmes. Par exemple, si je vous parle d'un chirurgien, dans notre image, automatiquement va apparaître l'image d'un homme. Un ministre des Finances, ce n'est pas une femme, c'est un homme, généralement. Et quand vous arrivez comme femme, ben, tout à coup, on vous étiquette comme la dame d'affaires. J'étais ça, moi. Ça m'a servi, je peux vous garantir. Mais, tout ça pour dire qu'on a rarement entendu parler d'un homme d'affaires. Alors voilà, dans notre cerveau, dans notre connaissance, sur le côté, je dirais, psychologique, on est programmé à voir les choses d'une certaine façon, homme ou femme. Et le plafond de verre, j'en ai parlé tantôt, la main-d'œuvre à peu près à 47%, ça varie d'un pays à l'autre, 47 à 50%. Puis évidemment, il y a certains pays où ils ne sont pas du tout à ce niveau-là. Les postes, le middle management que j'appelle en management 37%, et là arrive le 15% plus haut, ça c'est la haute direction, c'est là qu'est le plafond de verre. Et le plafond de verre, il existe de par la perception qu'on a. Deuxièmement, j'ai parlé du plancher collant. Et là, ça s'adresse beaucoup aux femmes, parce que moi, dans ma vie, j'ai eu plusieurs postes où j'étais présidente, en charge ou quelque chose comme ça. Dès que j'offrais une promotion à un homme, il était enthousiaste, il avait le goût, puis il prenait le risque, puis il allait de l'avant. Je dirais qu'une fois sur deux, les femmes me disaient « Est-ce que vous croyez, Madame la Présidente, que je suis prête? Est-ce que vous croyez que je ne devrais pas attendre d'avoir toutes les qualités requises qui sont décrites dans le poste avant de postuler? » Il n'y a jamais un gars qui m'a dit ça. Jamais. Donc, le plancher collant, c'est que les femmes, d'ailleurs, Sheryl Sandberg, quelqu'un m'en parlait plus tôt, elle parle de ça dans son livre, parce qu'elle est arrivée, puis elle avait l'offre de Soderbergh pour Facebook, puis elle est arrivée chez elle, puis son mari était toute contente de lui annoncer qu'elle avait une offre, etc., qu'elle avait frappé le jackpot, qu'elle avait un salaire extraordinaire. Elle dit son salaire à son mari, mais si tu ne vas pas accepter ça, elle dit, écoute, c'est extraordinaire, elle raconte ça dans son livre. Non, tu ne vas pas accepter ce salaire-là, tu vaux plus cher que ça. Elle est retournée suite à la pression de son conjoint et bien sûr qu'elle a eu l'augmentation qu'elle demandait. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention quand on est dans des postes cadres. Nous, j'ai fini là? Vous avez encore 2 minutes. OK, j'achève là. OK. Alors, tout ça pour dire qu'on a le plancher collant. Je vais donc passer rapidement. Pourquoi les femmes laissent tomber? Les femmes, je l'ai dit tantôt, ceux qui laissent tomber sont à 37%. Les femmes qui laissent tomber leur carrière pour avoir des enfants et souvent, elles ne réintègrent pas le marché du travail ou quand elles le réintègrent, elles réintègrent un marché du travail inférieur à leur capacité. Pourquoi elles le font? Pour avoir des enfants, l'insatisfaction au travail, deuxième revenu à la maison, par conséquent, je n'ai pas besoin de travailler, alors que je regarde les salles, quand je leur donne des salles de 1000 personnes, là, parce que en tant qu'ancienne politicienne, je perds beaucoup. Perds, j'ai dit. Hein? Je dis toujours qu'il y en a 60% qui vont se divorcer. Alors, vous êtes mieux d'y penser maintenant, de ne pas laisser votre travail. Les valeurs qu'on leur retrouve beaucoup, les valeurs sur l'environnement, et ça, c'est McKinsey qui a fait l'étude. Quelles sont les qualités dont on va avoir besoin à l'avenir pour gérer nos entreprises, gérer nos gouvernements au niveau des compétences, la motivation, ouverture sur l'extérieur. Selon McKinsey, les femmes ont beaucoup ces qualités-là. Et selon Catalyst, 90% des femmes décident
qu'est-ce qu'on va acheter dans la maison, y compris les vêtements de son mari très souvent. Alors, pour terminer, à moins qu'on pose des gestes très forts, pour les conseils d'administration, alors que ça augmente de 1,5% par année, on en a 72 ans à attendre pour avoir 50%. Je dis donc que c'est un peu long. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant. J'apprécie beaucoup le quantitatif et qualitatif, puis aussi toute l'expérience que vous avez pu nous communiquer en peu de temps. Mais on va avoir l'occasion d'y revenir pendant la période de questions. Nous allons maintenant passer à la seconde présentation, celle de M. Michaud, qui, comme je l'ai dit, devait nous parler des travailleurs âgés. Alors, je ne sais pas si vous voulez... Je tourne à ma chaise. Bien, vous avez fait l'introduction. Donc, je veux vraiment, dans cette présentation, je vais essayer de répondre à la question, mais je veux commencer parce que c'est peut-être pas tout le monde qui est au fait de ce qui se passe avec les travailleurs âgés. Donc, je veux d'abord bien mettre en contexte les tendances qu'on observe et par la suite essayer de répondre à la question qui a été posée. Donc, la première chose qu'on remarque quand on regarde les taux d'activité chez les hommes, chez les travailleurs plus âgés, donc c'est qu'à mesure qu'on regarde aux âges avancés, on a eu une tendance généralisée vers la baisse jusqu'au milieu des années 90. Puis par la suite, on voit que surtout aux âges le plus avancés, on voit que ça commence à remonter quand même de manière importante. Si on regarde chez les 60-64 ans, par exemple, là, ça a recommencé à prendre du momentum de manière assez importante. Chez les femmes, on a une hausse généralisée. Chez les personnes âgées, qui bien sûr est des suites de ce qu'on a vu, hein, c'est vraiment un effet de cohorte dans ce cas-là, ou de génération, des générations qui ont une expérience de travail beaucoup plus importante. Donc, des deux côtés, on voit une hausse des taux d'activité quand même de manière substantielle aux âges avancés. Donc, chez les femmes, on connaît un peu les sources. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est peut-être de regarder chez les hommes, parce que là, vraiment, on se demande qu'est-ce qui a pu se passer, parce que c'est pas vraiment un effet de génération. Si on regarde les taux aux âges de 30, 40 jusqu'à 50 ans, c'est assez stable dans le temps. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment propre après 50 ans. Puis, on s'intéresse à ça. Pourquoi? Parce que si on parle de main-d'œuvre, qu'on connaît le contexte de vieillissement dans lequel on évolue, ben, c'est quelque chose d'intéressant de se pencher sur les facteurs explicatifs. Donc, il y a des facteurs qui viennent de l'offre de travail, il y a des facteurs qui viennent du côté de la demande. Donc, du côté de l'offre, il y a certainement une composition changeante en termes de niveau d'éducation. Et ça, au Québec, on commence à le voir au niveau universitaire hein, depuis quelques décennies, mais je dirais qu'une grosse partie du changement en termes d'éducation est à venir, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu, et en partie parce que l'éducation, comme vous le savez, là, au Québec, on a rattrapé de manière considérable là, après les années 60 les autres provinces canadiennes et aussi d'autres juridictions. Donc, il y a vraiment un effet de composition qui, dans d'autres pays, a joué un rôle très important au niveau de la hausse des taux d'activité et des taux d'emploi, qu'on commence aussi à voir au Canada, mais qui va être un facteur, comme je vais le montrer plus tard, important pour le futur. Évolution du travail des femmes. Donc, auparavant, les hommes travaillaient jusqu'à un certain âge, mais la femme, de manière caricaturale, était à la maison. Et donc, si on pense qu'une complémentarité au niveau du loisir, c'est-à-dire qu'on aime passer du temps avec sa conjointe, bien, il y avait une certaine urgence à sortir du marché du travail, à aller passer les belles années de notre vie à la maison avec notre conjointe. Maintenant que les femmes travaillent elles aussi, bien, on a montré au Canada une étude de Searle et dans 2 autres pays que, en fait, ces choses-là étaient corrélées, qu'on pouvait voir que les tendances au niveau du travail des femmes étaient des indicateurs avancés de ce qui allait se passer chez les travailleurs âgés. Donc, un autre facteur qui pourrait expliquer, selon l'auteur, jusqu'à 1/3 de la hausse du travail des hommes. Et finalement, le facteur qui est plus difficile à quantifier au niveau empirique, au niveau de l'évidence, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Donc, on peut penser que si on vit plus longtemps, on va peut-être vouloir travailler plus longtemps, surtout si on doit épargner nous-mêmes pour la retraite. Mais il y a aussi un autre facteur, c'est que ce qui va avec cette hausse de l'espérance de vie, c'est bien sûr que les travailleurs en général sont en meilleure santé qu'ils l'étaient par le passé, ou s'ils sont en mauvaise santé, disons que la médecine a fait des progrès énormes qui permettent aux gens qui ont, malgré certaines incapacités, sont capables d'être en emploi. Ben, ces deux facteurs-là, l'espérance de vie et la santé, peuvent avoir aussi contribué. Du côté de la demande, il y a des facteurs importants qui sont en constante évolution, puis bien sûr, la nature du travail a changé de manière considérable.
Avant, la productivité au travail, c'était très lié à la capacité physique de l'individu, et ça, c'est clairement une capacité qui décroît rapidement après un certain âge, alors que maintenant, c'est beaucoup plus lié à d'autres capacités qui, elles, ne décroît pas nécessairement avec l'âge, et il y a certaines de ces capacités-là, surtout au niveau de l'analyse, au niveau du contact humain, de prendre des décisions qui peuvent même s'améliorer avec l'âge. Donc, un autre facteur qui peut faire en sorte que les employeurs sont plus enclins non seulement à embaucher, mais aussi à rémunérer des gens qui voudraient travailler plus longtemps. Et finalement, le passage chez les employeurs de régimes à prestations déterminées qui avaient de forts désincitatifs pour l'allongement de la carrière vers des régimes à contribution déterminée serait un deuxième facteur important du côté de la demande. Pour placer les choses en contexte, pour voir quelle est notre capacité au Québec d'augmenter les taux d'emploi davantage et dans quelle mesure ça peut permettre de combler certains problèmes au niveau de la main-d'œuvre, on peut regarder d'abord se comparer au niveau des 55-64 ans dans l'OCDE et voir que le Québec traîne est derrière, un petit peu en bas de la moyenne de l'OCDE et est clairement très loin de ses comparables traditionnels, si on pense d'un point de vue social-démocratie, les pays scandinaves, ainsi de suite. On est clairement très loin. Maintenant, on pourrait se dire, ça c'est simplement une réflexion de taux d'emploi généralisé, ça n'a rien à voir avec 55-64 ans, ça peut être juste qu'on travaille moins que dans d'autres juridictions. Donc, un indicateur qu'on peut construire facilement, c'est le ratio donc, du taux d'emploi des 55-64 ans au taux d'emploi des 25-54 ans. Donc, ça vient en quelque sorte normaliser pour, si on veut, l'implication générale des gens au niveau de l'emploi. Et là, on remarque que non, en effet, le Québec reculerait si on utiliserait cet indicateur-là. Donc, c'est vraiment qu'au Québec, on a une décroissance très rapide des taux d'emploi après 55 ans par rapport à d'autres juridictions au niveau international et même à l'intérieur du Canada. Donc, il y a de l'espace pour augmenter ces taux-là et on le voit en termes de projection, pardon, pas de projection, mais ce qu'on a vu dans les 20 dernières années, qu'on commence à remonter en termes de taux d'emploi. Donc, la question, c'est de se demander jusqu'où ça peut aller. Donc, si on fait des projections de main-d'œuvre en utilisant les hypothèses démographiques, les projections de Statistique Canada, et qu'on garde constant les taux d'emploi. Donc, on se dit en 2015, on avait une structure de taux d'emploi par âge, gardons-la constante et projetons pour voir qu'est-ce qui va arriver au nombre d'emplois total dans l'économie au Québec. Et on normalise tout ça à 2015 pour avoir une certaine référence. Et donc, on voit que si on fait ça, s'il n'y a pas d'amélioration des taux d'emploi, effectivement, on va avoir une baisse qui va finalement s'estomper un coup que le baby boom est passé. Là, on va reprendre potentiellement pour remonter. Mais sur 50 ans, pas de hausse de l'emploi. Quand on sait que, si on prend une fonction de production classique, puis on essaie de décomposer la croissance économique, si on n'a pas de croissance au niveau de l'emploi sur 35 ans, c'est des grosses différences en termes de niveau de vie à la fin. Donc, si cependant on hausse les taux d'emploi basés sur les hausses qu'on a observées dans les 15 dernières années, donc on fait simplement extrapoler les taux d'emploi par âge qu'on a vus à l'aide de modèles statistiques, là on voit en fait qu'on aurait un nombre d'emplois qui serait stagnant jusqu'à environ 2035. Donc là encore c'est l'effet vieillissement, l'effet baby boomer qui est très présent. Et par la suite, on reprend un rythme de croisière qui n'est pas celui qu'on a eu dans les dernières décennies, mais qui est quand même un petit peu plus élevé que qu'est-ce qu'on pourrait penser. Si on fait juste changer la composition de la population en termes d'éducation, donc on garde les taux d'emploi par niveau d'éducation de 2015, et tout ce qu'on laisse changer dans le temps, c'est le fait que les Québécois sont de plus en plus de diplômes élevés, de diplômes universitaires. Donc on garde les taux à 2015, mais on fait juste laisser la structure en termes d'éducation changer. Et vous voyez, ça aussi, ça a un effet quand même important. Donc ces deux choses-là ensemble, si on les met ensemble, d'abord, je vous montre ce que la Régie des rentes produit. En fait, ça, c'est tiré d'une présentation que je vais faire cette semaine pour comparer un petit peu les différentes projections qui sont faites pour la Régie des rentes. Donc, la Régie des rentes a cette structure-là où elle projette une légère hausse des taux d'emploi et donc de l'emploi. Et si on inclut les deux tendances dont je vous ai parlé, la hausse des taux et la hausse du niveau d'éducation, en fait, on a une projection encore plus optimiste. Maintenant, quand on regarde ça, l'échelle est un peu biaisée parce qu'on se dira que l'emploi va croître de manière très, très, très importante dans les prochaines années.
Mais en fait, si on remarque dans les 15 dernières années, on a eu une croissance de l'emploi en taux annuel moyen d'à peu près 0,6 pour un point de pourcentage. Ici, ce qu'on projetterait même dans le scénario optimiste, hein, pour la première période jusqu'à 2025, est environ de 0,2 points de pourcentage, donc on perd quand même 0,4. Et c'est seulement après 2035 où les projections en termes d'emploi reprennent de la vigueur au niveau de 0,5 points de pourcentage, donc reprennent un petit peu le contexte historique qu'on a observé. Donc, il y a de l'espace pour augmenter l'emploi par les taux par une hausse de l'emploi chez les personnes expérimentées, mais l'effet est quand même relativement faible si on veut. Il est important d'un point de vue de croissance économique, mais relativement faible si on pense qu'il y a des pénuries ou si on pense qu'il y aurait un problème de ce côté-là. Il y a des ombres au tableau. Il y a une grosse ombre au tableau dont on parle peu souvent, c'est que ce n'est pas tellement les régimes de retraite qui pourraient venir miner cette croissance de l'emploi-là. Une autre pression importante, c'est celle qui se passe au niveau des autres programmes du gouvernement qui sont financés par répartition et qui nous amène à penser que dans les prochaines décennies, les hausses de taux d'imposition qu'on va devoir demander pour financer ces missions-là du gouvernement, et on pense à la santé en particulier, pourraient venir réduire cette croissance-là de l'emploi au Québec. Et donc, c'est potentiellement un effet important, puis on en parle peu souvent, on parle souvent des régimes de retraite, mais je pense qu'il faut commencer à penser à cette ombre-là au tableau. Dosage des incitations, mais de la même manière, chez les travailleurs âgés, on a beaucoup misé sur la lutte contre la pauvreté dans notre régime de retraite, dans notre système de retraite au Canada, mais il y a des effets pervers sur les incitations. Le supplément de revenu garanti là, qui est réduit, qui diminue à un rythme de 50% avec les revenus de retraite, bien ça, pour les retraités d'environ 60 ans qui pensent continuer à travailler, c'est un frein très, très important. Donc, dans le rapport Godbout, on a essayé un petit peu de mitiger ça, un petit peu à la patchwork, parce qu'on n'a pas les leviers, on ne peut pas suggérer des modifications au supplément de revenu garanti, mais des formes de crédit du niveau fiscal, bien, on sait que dans d'autres pays, ça a fonctionné potentiellement pour ramener des gens sur le marché du travail. Et si on veut faire ça, bien, il y a des mesures de ce type-là qu'on pourrait mettre en place, mais bien sûr, au niveau fédéral, on aimerait voir une discussion au niveau du dosage des incitations. Je vous ai parlé de manière agrégée à ce qui se passe au niveau de l'emploi. Maintenant, pour répondre à la question de pénurie, pour un économiste, la pénurie, c'est quoi? C'est une courbe d'offres et de demande. Il faut que, en quelque sorte, le salaire ait été fixé de manière artificielle trop bas, de telle sorte que la demande est plus importante que l'offre. Et ça, c'est une question beaucoup plus difficile à répondre que de seulement projeter la main-d'œuvre dans le futur. Et c'est clair qu'au niveau agrégé, l'économie peut s'ajuster de différentes façons. Elle peut, par exemple, ajuster les salaires. Elle peut aussi former des gens ou demander à des gens qui migrent de migrer d'une occupation à l'autre. Cependant, au niveau sectoriel, ça va être de plus en plus difficile de faire ça dans les années à venir, et ça, c'est un défi important. D'un côté, on va utiliser le mot gestion de l'offre qu'on a beaucoup utilisé durant les élections. Donc, gestion de l'offre au niveau de l'emploi, par exemple, dans le secteur de la santé, qui fait que les choses sont difficiles au niveau de la formation. Et du côté, bien sûr, des salaires, bien, si dans le futur, on a de la difficulté à avoir assez de revenus pour financer les programmes publics, si on demande en plus de payer davantage les infirmières et les médecins pour en attirer davantage ou pour les sortir de la retraite, bien là aussi, ça va être très difficile d'agir. Donc, une autre ombre au tableau potentiellement. Donc, oui, une croissance positive de l'emploi dans les décennies à venir. Est-ce que ça crée tout de même, est-ce qu'il y a tout de même des problèmes de pénurie? Je dirais que oui, au niveau sectoriel, clairement, parce qu'on a des mécanismes d'ajustement de marché qui sont clairement déficients. Voilà. Merci. Maintenant, on va passer à la quatrième présentation de M.
Il y a des gens. Donc, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Ok. Alors, moi, d'entrée de jeu, je dois m'excuser parce que je ne suis pas économiste. Et je suis plutôt un politicologue et un sociologue qui travaille maintenant depuis 10 ans sur les questions d'intégration des immigrants en France, au Québec, au niveau de l'Union européenne. Et depuis 6 ans, je travaille dans une organisation qui s'appelle l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants, qui est un centre collégial de transfert en innovation sociale. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en partenariat avec tous les acteurs du marché du travail à élaborer des solutions innovantes pour favoriser l'intégration sociale et professionnelle des immigrants donc au Québec. Ma présentation s'intitule « Quelles solutions pour mieux tirer parti des compétences des personnes immigrantes ?» En fait, ce que je voudrais faire avec vous, c'est évoquer 3 choses. La première, c'est dresser un portrait en fait, de l'intégration des immigrants au Québec, donc au marché du travail, notamment pour montrer qu'il y a des difficultés et qu'on ne tire pas suffisamment parti des compétences des personnes qu'on fait venir en fait, au Québec. Puis ce que je voudrais évoquer avec vous peut-être c'est d'expliquer pourquoi et peut-être évoquer quelques pistes de solutions. Évidemment en 10 minutes je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si vous souhaitez que je sois plus concret, ça me fera plaisir à l'issue de la présentation de répondre à des questions sur des projets concrets qu'on peut mener pour répondre à ces problématiques. Alors, si on veut dresser un portrait de l'intégration professionnelle des immigrants au Québec, on constate tout de suite que le taux de chômage des personnes immigrantes est nettement plus élevé que celui des personnes nées au Canada. Et ce qui est aussi frappant, c'est que les difficultés semblent se concentrer dans les 5 premières années de l'établissement, avec des taux de chômage pour les immigrants très récents, de 5, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis 5 ans au moins, de 17,2%. Ça, c'est les chiffres de 2014. Autre problématique que tous les sociologues et les économistes constatent, c'est la déqualification des personnes immigrantes. La déqualification, c'est la probabilité d'occuper en fait, un emploi moins qualifié que les compétences qu'on possède. Évidemment, cette déqualification, elle est très importante et les sociologues mettent l'accent sur le fait qu'elle est souvent issue d'un processus. Quand on analyse les itinéraires d'intégration des personnes immigrantes, on constate que c'est souvent en fait vers la descente que ça se passe, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux. Et si on place la lentille sur certaines sous-populations, notamment les femmes, les minorités visibles et certains immigrants d'origine nationale particulière, on constate que finalement ce sont des populations qui sont extrêmement à risque. Je vais présenter les travaux d'un professeur à l'Université de Toronto qui a calculé en fait, le coût pour l'économie canadienne de la sous-utilisation des compétences des immigrants au Canada. Donc, il s'appelle Rates, c'est Jeffrey Rates. Lui, il a noté entre les 2 recensements de 1996 et 2006 une augmentation de la sous-utilisation du capital humain des immigrants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, des calculs qui sont extrêmement compliqués, mais il a estimé que la perte pour l'économie canadienne passait en 1996 de 4,8 milliards de dollars, en 2006 à 11,37 milliards de dollars. Lui, ce qu'il amène comme essai d'explication, c'est de dire, est-ce que c'est l'effet des cycles économiques? Donc selon lui, non, ce n'est pas l'effet des cycles économiques. Est-ce qu'on a observé, en disant, un changement dans les pays sourds d'immigration d'une telle amplitude que ça pourrait faire augmenter ce chiffre de sous-utilisation? Non, selon lui, ce n'est pas l'explication que lui, il amènerait. Une autre question qui s'est posée, c'est la qualité des diplômes. Alors, tantôt, M. Bélanger a évoqué la question je pense que c'est les résultats aux tests internationaux, c'est ça que de littératie, voilà. Donc, lui, il estime que ça doit être démontré et que si on admettait cette explication, les chiffres que je viens de donner, donc 4,8 et 11,37, notamment dans le dernier cas, 11,37, devraient être réduits de 30%. Donc, reste que, je ne suis pas très bon au calcul, mais ça fait à peu près 8 milliards quand même encore de pertes pour l'économie. Donc, ce ne sont pas les seules explications. Et là où en fait, on travaille beaucoup, c'est à identifier les barrières à l'utilisation des compétences des personnes immigrantes qui persistent sur le marché du travail. Alors aujourd'hui, la littérature a bien identifié les 5 ou 6 problématiques qui sont majeures dans le cas de l'intégration professionnelle des immigrants. La première, c'est la non-reconnaissance des diplômes acquis à l'étranger. La seconde, c'est la non-reconnaissance de l'expérience étrangère. Au milieu des années 2000, Statistique Canada a fait une étude, en fait, je pense que c'était Scuterud qui l'avait fait, démontrant l'effet que la valeur économique de l'expérience acquise à l'étranger, donc
pour les personnes immigrantes, hein, celles qui sont acquises à l'étranger, la valeur économique sur le marché du travail canadien était quasi nulle. Donc pour plusieurs sociologues, c'est vraiment la problématique majeure. Également, ce qu'on constate, c'est que les pratiques de gestion des ressources humaines sont souvent peu adaptées à la diversité des profils issus de l'immigration. Je ferai du coup sur ce qu'a dit tantôt Madame Jérôme Forger en disant la nature humaine est ainsi faite qu'on va vers ce que l'on connaît. Ben justement, peut-être il faut trouver les outils pour aller un peu contre la nature humaine, pour aller vers ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est ça que ça veut dire, les pratiques de gestion des ressources humaines peu adaptées à la diversité des profils issus de l'immigration. La langue, donc les deux langues officielles sont également des difficultés, et évidemment la discrimination, qu'elle soit systémique ou directe. Donc ça, ce sont vraiment les grands obstacles que maintenant on connaît. Moi, depuis plusieurs années, en fait, nous, à l'IRIPI, on travaille avec des chefs d'entreprise, avec des OSBL, avec des associations sectorielles. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a comme une équation avec deux pôles qui sont extrêmement difficiles à faire rencontrer, puis je vais essayer d'expliquer pourquoi. Pour les entreprises, la question majeure, lorsque vous parlez en fait, à un directeur de RH ou en fait, à un chef d'entreprise, lui, la grande question qui va se poser, c'est comment est-ce que je peux m'assurer que les personnes immigrantes possèdent bien les compétences requises pour performer dans mon entreprise. Ça, c'est vraiment, lorsque vous parlez vous parlez de l'intégration des immigrants avec lui, c'est ça qu'il va dire. Mais comment est-ce que moi, je peux m'assurer que les personnes possèdent bien les compétences requises ? Et il faut faire attention, parce que quand on parle de compétences, on distingue souvent les compétences techniques, qui sont vraiment des habiletés techniques, je dirais relativement facilement identifiables, et encore, ça dépend des fois, des compétences douces, ce qu'on appelle les soft skills et, en anglais. Et quand on travaille avec nous on a mené plusieurs projets en fait, de recherche à ce niveau-là, et on se rend compte que pour les employeurs, c'est souvent les qualités les plus déterminantes, hein, les soft skills, mais c'est celles qui sont les plus difficilement évaluables. Comment vous évaluez l'autonomie de quelqu'un ? C'est pas facile d'évaluer ça en entrevue. Donc, il faut vraiment faire attention quand on parle des compétences à bien faire la distinction entre les deux. Également, l'importance du contexte. Les compétences des personnes immigrantes, elles ont été acquises dans un certain contexte particulier. Bon, la question, c'est pas peut-être qu'ils ne possèdent pas les compétences, mais une compétence ne peut pas se définir en dehors du contexte dans lequel elle se déploie. Donc, il y a ces questions de contextualisation de compétences, et on se rend compte que pour la plupart dans certains cas, pour de nombreuses personnes, c'est un problème aussi de contextualisation. Je reviendrai sur cet aspect-là. Si vous souhaitez, on a mené un projet je pourrais vous éclairer ça de manière plus concrète. Pour les personnes immigrantes, donc l'autre pôle de l'équation, c'est la question, c'est comment est-ce que je peux faire reconnaître les compétences que j'ai acquises par un employeur québécois. Quels sont les moyens à ma disposition pour le faire? Une autre question, j'en ai parlé tantôt, c'est comment est-ce que je peux contextualiser mes compétences? Dans certains cas, c'est peut-être pas que j'ai pas la compétence, mais que ça demandera un minimum d'ajustement pour que je puisse les exercer dans le marché du travail québécois. Et troisième question, c'est comment est-ce que je peux mettre à niveau mes compétences? Et surtout, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre à niveau l'ensemble de mes compétences, ou est-ce que je peux juste aller acquérir 1, 2, 3, 4 compétences précisément identifiées qui vont me permettre d'entrer en fait dans une profession donnée? Donc tout ça sont je dirais des questions qui se rencontrent pas très bien, j'ai envie de dire, et qui sont, à notre avis, vraiment des causes importantes de difficultés d'intégration professionnelle des immigrants. Donc moi je dirais en conclusion, deux clés que je pense qu'il faudrait retenir, c'est il faut vraiment qu'on s'attelle à construire des mécanismes et des outils plus objectifs d'évaluation des compétences. Ça aurait pour effet de réduire la marge d'incertitude que les employeurs connaissent lorsque vient le temps de recruter, et ça permettrait une reconnaissance plus efficace des compétences des personnes immigrantes. Également, il faudrait trouver les mécanismes, je dirais, en fait on les connaît, c'est juste qu'il faudrait les mettre en place de manière un peu plus vigoureuse, qui permettraient l'acquisition des compétences manquantes, sans que les immigrants aient à passer par des programmes d'études au complet, pour aller juste chercher certaines compétences. Et l'autre condition, ce serait qu'il ne faudrait pas que ces mécanismes les éloignent du marché du travail. Et je pense à tous des mécanismes de type formation continue, alternance travail-études. Tout ça sont des mécanismes, à mon avis, à promouvoir, dont, à notre avis, les immigrants profitent assez peu. Évidemment, il ne faut jamais oublier que, in fine, les acteurs, je dirais, principaux de la reconnaissance des compétences sur le marché du travail, il y en a deux, hein, mais pour le secteur non réglementé de l'économie, ce sont les employeurs. Donc il faut que tous ces mécanismes-là tiennent compte des besoins et des réalités des entreprises.
Voilà, moi, c'est ça que je peux dire. Encore une fois, si vous souhaitez que je détaille, je concrétise davantage, ça me fera plaisir de vous expliquer comment est-ce qu'on pourrait développer des outils plus concrets pour le faire. Merci. Bien, merci, M. Cucco-Julien. Alors, nous avons une période de discussion et un débat que je dois animer avec... J'ai préparé des questions, mais en fait, je n'avais pas vu les présentations avant vous. Alors, mes questions sont un peu, parfois pertinentes, peut-être moins. Mais dans mon premier élément de question, ce que je voudrais amener, peut-être des questions de nature peut-être plus économique, c'est, je me dis, si la main-d'œuvre se fait si rare, pourquoi faire que les salaires demeurent au mieux stagnants? Parce que s'il y avait vraiment une pénurie, peut-être les économistes devraient s'imaginer que les salaires augmentent, en théorie. Je sais. Pourtant, on ne l'observe pas, je pense. Je ne suis pas économiste, hein, mais je pense que non. Et peut-être une deuxième question dans le même ordre d'idée, s'il y a une pénurie de main-d'œuvre à l'horizon, est-ce qu'on peut penser que le comportement des travailleurs ou des entreprises pourrait changer? Par exemple, est-ce que les salaires vont augmenter parce qu'il y aurait une demande plus forte que l'offre? Et est-ce que, ainsi de suite, les taux d'activité, les taux d'emploi pourraient augmenter dans le même ordre si les salaires augmentaient? Je ne sais pas si un de nos trois panélistes voudrait s'avancer sur ces questions. Oui. Ben, je sais qu'il y a des travaux qui ont été faits, on a essayé de les recenser sur, dans le fond, comment est-ce qu'on pourrait répondre à cette question-là. Est-ce que les salaires sont susceptibles de s'ajuster avec, donc si on a des chocs d'offres, hein, c'est essentiellement ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, nous, on a essayé de le faire avant de regarder la littérature, donc en prenant les 20 dernières années, puis regarder, on a utilisé la variation par province, parce que les provinces ont quand même pas exactement le même rythme, là, c'est pas énorme, mais il y a un petit peu de variation. Et on n'a pas vraiment de trouvé d'ajustement au niveau des salaires. Bien sûr, la réponse facile à ça, ce serait de dire, ben, ce qui s'en vient est pas mal plus gros que ce qu'on a vu précédemment. Mais comme vous dites, on n'a pas observé de variation. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles on n'observe pas de variation au niveau des salaires. Si on parle juste au secteur public, par exemple, ben, c'est clair que les salaires sont très rigides. Et dans le futur, ben, non seulement ils sont rigides, mais ils vont peut-être l'être de plus en plus. Exactement, il n'y a pas de marge de manœuvre pour pouvoir garder les gens. On veut les inciter. Donc, en quelque sorte, le côté de la demande, l'ajustement de salaire, il doit être suffisant pour faire en sorte que des gens veulent rester plus longtemps sur le marché du travail. Et ça c'est pas évident qu'on va pouvoir le faire, même dans le secteur privé. Même si on vous offre 20% de plus pour travailler une année, mais quand vous regardez la valeur présente de vos revenus de retraite et si de retarder d'une année votre retraite, ça vaut 50, ça vaut 60, ça vaut 100 000 $ parce que vous êtes dans un régime à prestations déterminées qui a des gros désincitatifs à retarder la retraite, ben, vous aurez beau augmenter le salaire annuel, les gens vont très peu répondre à cette variation-là. Donc, on sait que les personnes âgées peuvent répondre potentiellement à des changements d'incitatifs, mais il faut que ça soit adapté à leur situation, puis surtout au genre d'incitatifs auxquels ils font face, là, des régimes publics et des régimes privés. J'avais aussi préparé une question, mais on dirait que la réponse a été donnée. Est-ce qu'il existe une pénurie de main-d'œuvre? Est-ce qu'on peut appréhender une pénurie de main-d'œuvre à cause du vieillissement démographique? Ou est-ce que l'activité féminine à la hausse de l'activité chez les travailleurs âgés et peut-être une plus forte intégration de l'immigration pourrait permettre de compenser les départs anticipés des baby boomers? Mais j'ai l'impression que la réponse à ça a été à peu près unanime, que finalement il y a possibilité de compenser la retraite des baby boomers maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir des politiques qui favoriseraient, par exemple, l'intégration complète des femmes sur le marché du travail à tous les niveaux et
Monsieur Julien nous avait parlé un peu des politiques aussi au niveau de l'immigration qui pourraient permettre. Peut-être que je voudrais maintenant peut-être laisser la parole à Mme Jérôme Forget. Moi, je veux vous soulever quelque chose, parce qu'on parle de salaire. Il y a un problème au Québec. On a un problème très particulier, c'est au niveau de la productivité. Ça, c'est fondamental. Alors, un employeur ne peut pas arriver et offrir n'importe quelle sorte de salaire, tout simplement parce qu'il deviendra plus productif. Et un des défis, bon, mon point, pourquoi il faut aller chercher tout le talent qui est disponible, augmenter le pool de talent pour aller chercher les femmes notamment et bien sûr les immigrants, et aller chercher le potentiel de l'éducation dont vous parlez, dont vous avez parlé également, c'est d'augmenter la productivité. Et si la productivité augmente, il est clair que les salaires vont augmenter. L'écart entre le Québec et l'Ontario est grand. L'écart entre le Québec et les États-Unis est énorme. Énorme en termes de salaire. C'est genre là, 40% de moins. C'est pas 10 ou 15% de moins. C'est énorme. Alors, je pense qu'on a un défi. Les salaires, c'est important, mais le défi, c'est d'être meilleur dans ce qu'on fait, d'utiliser le talent qu'on a. Et là, peut-être la question à laquelle il faut répondre, comment se fait-il qu'on ne va pas chercher tout le talent, ou des immigrants, ou des femmes? Qu'est-ce qui accroche là pour pas qu'on aille le chercher ce talent-là? Parce que vous avez des gens, vous avez parlé des immigrants, on le sait, ces gens-là arrivent des écoles de génie, puis se retrouvent finalement à travailler, à installer des systèmes, le Wi-Fi de Mme Jérôme Forget, parce qu'elle n'est pas capable de le faire elle-même. Mais, c'est une tâche complète. Mais tout ça pour dire qu'il y a un problème au niveau de la productivité au Québec. Et peut-être que vous avez des solutions, peut-être que dans la salle, il y a des gens qui ont des solutions, peut-être, M. Bélanger, vous en avez, mais c'est clair qu'il faut mettre un gros accent sur ça, à mon avis, d'être plus productif. Et on est, les Canadiens, à cause du dollar qui est encore en train de tomber, là, on devient paresseux. Au lieu de moderniser nos entreprises, qu'est-ce qu'il me racontait? C'était Maple Leaf, un syndicaliste qui me racontait, Mme Jérôme Forget, j'ai honte. On est allé visiter une entreprise en Nouvelle-Zélande qui fait également du jambon, etc. Ça n'avait rien à voir avec les façons de faire qu'on a, nous autres. Rien à voir, m'a-t-il dit. Alors, c'est clair qu'on dirait qu'on est devenu une société vieille avant le temps. Vieille avant le temps. Je ne sais pas si j'ai dit une ânerie, là. Les gens qui ont des réponses. Oui, effectivement. Moi, je pense que ça a été évoqué tantôt un petit peu, mais je pense que l'intégration des femmes, des personnes migrantes dans les entreprises permettrait, à mon avis, de faire gagner en productivité. Et puis moi, je vais dire pourquoi il y a beaucoup de travaux qui montrent en fait que la diversité, qu'elle soit ethnoculturelle ou autre, est corrélée avec l'innovation. Ça a été, c'est relativement courant dans les personnes qui remettraient ça en question. Moi, il y a autre chose que je souhaiterais souligner ici, c'est que je pense qu'intégrer les femmes, les personnes immigrantes, en fait, je dirais même les personnes handicapées, etc., tous ces gens qui représentent la diversité d'aujourd'hui, permettraient de rendre nos entreprises, je pense, en partie plus fortes. Et je vais dire pourquoi. Quand vous travaillez au niveau des processus de GRH, dans le fond, ce que vous vous rendez compte, c'est que l'employeur, lui, va se poser la question, ok, j'ai besoin de la meilleure personne pour le poste que je veux combler. Ça, pour moi, c'est le début de la productivité, d'avoir la personne la meilleure, la mieux formée, la plus compétente, celle qui correspond le mieux au poste que moi je veux, en fait, remplir. Sauf que souvent les processus de GRH, les gens vont avec ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire que la question c'est, ok, moi je sais, Polytechnique chez moi ça marche. Vous savez, pour ce type de poste ça marche. Je pense que la question c'est pas tant, Polytechnique ça marche ou ça marche pas. La question c'est pourquoi Polytechnique ça marche. Et je pense qu'à partir du moment où on commence à se poser la question du pourquoi, on commence à raisonner en termes de compétences objectivement identifiées, objectivement définies en fonction du poste, de ce qu'il y a à faire, des tâches, etc. Et à partir du moment où on fait ça, la question c'est la définition de critères objectifs de compétences et donc
d'efficacité et de productivité. Et c'est là où je termine. Quand un employeur vous posez la question de « Ok, bah, je veux trouver une personne migrante, je vais trouver une femme, ou pourquoi est-ce que ces gens-là, je les ferai venir chez moi ?» La question, c'est de dire « Face à l'inconnu de l'analyse des compétences, de l'analyse de la diversité des compétences, etc., je vais être obligé, moi, d'améliorer mes processus RH pour faire en sorte de faire venir les personnes les plus compétentes, pas celles de Polytechnique, les plus compétentes chez moi. » Et donc je pense que c'est pour ça que les minorités sont une source d'avancement pour les entreprises. Je dirais la diversité est une source d'avancement pour les entreprises et que ça, à mon avis, c'est le début de la productivité. Pas facile à faire, là, je veux dire, mais je pense que c'est le tournant qu'on doit faire, passer à la question pourquoi ça marche. Ah ouais. Oui, c'est ça. Moi, j'ai étudié le phénomène de la productivité du travail à la maîtrise, puis c'est ça, le ministère canadien au niveau de la productivité, on a cherché longtemps c'était quoi, puis une des pistes de solution, justement, c'est le fait que les gestionnaires au Canada d'entreprises sont moins éduqués qu'aux États-Unis, encore moins au Québec. Puis justement, c'est peut-être là que l'apport des femmes pourrait être, qui eux sont plus éduqués, plus diplômés universitaires, pourraient entrer en ligne de compte. Par contre, au niveau de la disponibilité de la main-d'œuvre, moi je pense qu'il y a un gros oublié aujourd'hui. M. Michaud en a parlé un peu, mais c'est vraiment l'éducation. C'est le fait que, par exemple, les jeunes garçons ils décrochent plus que les femmes, que les jeunes filles. Je pense qu'un diplôme, une secondaire minimale, collégiale, c'est vraiment un rempart contre le chômage. Puis c'est là qu'il va y avoir l'apport justement des jeunes garçons, puis qu'on va pouvoir combler un peu la pénurie de main-d'œuvre. Écoutez, il est clair qu'un des problèmes actuels, vous avez parfaitement raison, c'est les jeunes garçons qui décrochent. Ça, c'est un phénomène. Et le drame, là, au niveau de l'emploi, du chômage, etc., c'est que si vous sortez justement de Polytechnique ou d'un secteur comme ça, vous allez être embauché au DTS, là, ils attendent après vous. Mais c'est pas tout le monde qui peut aller à ETS puis qui ça les intéresse d'aller à Poly. Alors, il y a plein de monde, de jeunes, qui tout à coup décrochent. Et là, on va se retrouver avec... ça va être dramatique, à mon avis. Là. Les jeunes garçons, là, c'est... mon prochain... Si j'écrivais un livre, là, je ne l'écrirais pas, mais ce serait ça. Là. Comment régler le problème du décrochage des jeunes garçons qui, finalement, on dirait que nos écoles ne sont pas capables de les intéresser. D'ailleurs, j'entendais... C'était ce matin, d'ailleurs, dans les journaux. Ils racontaient une école à Laval, ou je ne sais pas où, qui était le dernier, et qui ont réussi à intégrer les garçons par le sport. Le directeur de l'école a fait rentrer tous les sports dans l'école pour aller récupérer ces jeunes-là qui trouvaient que l'école, ordinairement, c'était plutôt ennuyant. Mais finalement, qui les ont séduits par une autre façon. C'est clair qu'il va falloir faire quelque chose pour les jeunes garçons. Donc, je vais peut-être juste parler d'une simulation qu'on a fait assez simple côté productivité, juste pour voir l'effet de l'éducation. On a pris des estimés qu'on a au niveau canadien sur on a des bases de données employeurs-employés, on est capable d'avoir la valeur ajoutée par travailleur, et il y a des différences qui existent par niveau d'éducation, bien sûr, et on les a calibrés dans un modèle de simulation pour voir quelle est juste la part de la structure d'éducation qui change, le fait que les Québécois sont plus éduqués. Puis on va chercher 0,2 de points de productivité annuelle, de croissance de productivité annuelle avec ça. Quand on est à... Les prévisions de Desjardins sont à quoi? 0,5, 5 dixièmes à peu près là, annuellement. 2 dixièmes, c'est déjà un départ, mais ça, on n'a rien à faire. Celui-là, il est déjà... On l'a en banque, il s'en vient, mais il faut clairement... c'est le défi, dans le fond, peut-être pour résumer la question qui est là, c'est peut-être pas tant le défi de main-d'œuvre qui existe, il est présent, surtout dans certains secteurs, c'est un défi de croissance économique. Si on avait de la croissance économique à 2,4% par année, on ne parlerait pas beaucoup de ces choses-là, parce qu'il y a plein de problèmes qui par eux-mêmes se régleraient. Et là, bien sûr, la productivité, ça va être très important dans les années à venir, mais ça, c'est une évidence. Est-ce que tu as une question?
Oui, ben ma question est pour M. Goulian. Donc, vous avez parlé beaucoup de la reconnaissance des compétences par les patrons. Est-ce que vous avez regardé ce qui se passe au niveau des ordres professionnels? Oui, effectivement. Je parle pas beaucoup je pas voulu parler que des patrons parce que je pense que les chiffres que j'avais en fait étaient plus autour de ça. Bon, effectivement, d'abord, moi je travaille très régulièrement avec le Conseil interprofessionnel du Québec, donc je suis ce qu'ils font. Je pense que dans les dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, notamment amélioration de l'information, etc., pour les professionnels. Il y a aussi le commissaire aux plaintes qui a été mis en place. Donc en fait, je pense il me semble qu'on va vers une amélioration, je dirais, des processus. Il y a un défi de taille pour suivre la question, et c'est d'ailleurs, si vous avez lu la consultation sur la nouvelle politique d'immigration, c'est quelque chose qui est dans un encadré, là, donc on ne peut pas la rater normalement. C'est celui, en fait, c'est vraiment le défi de l'accès aux formations manquantes. Actuellement au Québec, il y a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas assez de places disponibles pour les formations manquantes. Vous savez que la moitié des professionnels qui passent par les ordres professionnels actuellement pour venir de l'immigration, la moitié se voit reconnaître ce qu'on appelle une reconnaissance partielle de leur qualification. Fait qu'ils doivent aller chercher des cours, de la formation manquante, et un des gros problèmes actuellement, il y a un comité interministériel qui a été mis en place, enfin je veux dire, c'est suffisamment important pour que beaucoup de gens importants s'en préoccupent en tout cas, mais le défi reste là. Il n'y a pas assez de programmes, de places. Donc ça revient un petit peu à tantôt ce qu'on disait, c'est-à-dire comment est-ce que je peux faire pour assurer une fluidité des mécanismes, pour faire en sorte que les immigrants n'aient pas à repasser par l'ensemble de programmes d'études. Donc c'est ça que je peux dire un peu sur la question mais dans le fond, les mécanismes sont les mêmes. Je veux dire, si vous soyez employeur ou un ordre professionnel, vous devez détecter la compétence, l'évaluer, et éventuellement, je ne dis pas que les immigrants ont toutes les compétences, c'est juste qu'il faut trouver des solutions pour que lorsqu'il leur manque quelques compétences, ce soit diagnostiqué de manière solide, précise, et faire en sorte qu'on ne multiplie pas les cours, etc., par quelque chose pour être réglé de manière beaucoup plus fine et pointue. Je vais répondre à ça. Moi, je vais être bien plus méchante que ça, parce que les corporations professionnelles souffrent de corporatisme. Que ce soit les médecins, que ce soit plein de groupes, il est clair que c'est très difficile. Moi, j'ai vu nombre de gens arriver avec des écoles de médecine remarquables en France ou ailleurs, être obligés justement de refaire leur cours de médecine presque au complet, alors que les gens avaient 10 ans d'expérience de travailler dans un hôpital. C'est clair que les corporations professionnelles, rappelez-vous, sont là pour... C'est une corporation, c'est pas un hasard. Ils sont là pour protéger leurs intérêts. C'est ça, c'est pas d'autre chose, là. Et ils le font, puis ils réussissent. Je peux pas me permettre d'être aussi méchant. Moi, c'est mon âge, c'est permettre de faire ça. Effectivement, moi, je pense qu'on partage le même. Vous êtes juste plus poli que moi. Je pense parce que je vois au quotidien qu'il y a je pense que la situation il y a 20 ans par rapport à la situation aujourd'hui, elle a changé. Donc, je voudrais être optimiste, sauf que c'est une question de moyens, c'est une question aussi d'engagement politique soutenu et suivi. Donc, je suis parfaitement d'accord. Écoutez, c'est Jean Charest qui a signé une entente avec la France pour la reconnaissance des diplômes, là, des qualifications, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une culture de corporatisme qui est très importante dans les corporations professionnelles. Sur ce point-là, est-ce que vous pourriez élaborer sur ce que le gouvernement du Québec peut faire face aux corporations professionnelles pour encourager la reconnaissance des diplômes étrangers? Quelle est l'interaction de façon pratique? Prenons par exemple le corps médical. Prenons un exemple facile, là. Hein? Il y a plein de médecins qui veulent venir. C'est facile à identifier, là. Un médecin, généralement, ça a tant d'études, c'est assez facile à reconnaître. Sauf que le Québec a confié pas à la corporation, mais au Collège des médecins, le soin de déterminer les qualifications requises. Et ne s'en mêle pas. Moi, si j'avais été ministre de la Santé, j'aurais été plus méchante. Je m'en serais mêlée. Parce que
à un moment donné, vous savez, si on y croit, si on croit qu'il faut faire venir les gens, si on croit qu'on en manque, si on n'en manque pas de médecins, il faut le dire, peut-être qu'on n'en manque pas. Et à ce moment-là, ben, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ils sont mal utilisés, je ne sais pas. Mais si on dit qu'il faut les faire venir, puis qu'on fait des ententes, ben à ce moment-là, il faut s'assurer que le système va marcher, comme vous avez dit, le rendre plus fluide pour permettre aux gens d'obtenir, par exemple, à l'intérieur d'une année de plus, d'aller faire des stages dans des hôpitaux, etc., pour obtenir les qualifications. Mais je me rappelle, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui avait été formé dans une bonne école à Paris, qui venait du Maroc, qui était un médecin qui avait 10 ans, il avait accouché énormément de bébés dans sa vie. Mais devinez quoi, il n'a pas pu travailler comme obstétricien et gynécologue au Québec. Il est obligé de s'en aller ailleurs. Alors, tout ça pour dire qu'il me semble qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. J'estime qu'il y avait peut-être besoin, sur le plan culturel, de suivre des cours. Ça, j'en doute pas. Là. On a quand même une culture différente, mais il y a quelque chose de plus, là, le corporatisme dont vous avez parlé. Enfin, au travail, les autres professionnels, ils vous disent qu'en fait, eux, ils sont garants de deux principes. Hein. C'est le principe de protection du public, d'une part, et leur mission, c'est pas l'intégration des personnes immigrantes. Alors, toute la question, puis je participe à un projet de recherche sur ça, c'est quoi exactement la notion en fait, de protection du public, l'équilibre entre la protection du public et, mettons, les droits reconnus par les chartes, hein, non-discrimination, etc. Il est où l'équilibre exactement? Et souvent, cet équilibre, il est mal arrimé, il est mal défini parce que je pense qu'objectivement, on ne se pose pas suffisamment les bonnes questions de l'évaluation concrète, précise des compétences demandées. Et on n'a pas les bons mécanismes d'évaluation. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de majeur. Mais les ordres vous diront qu'ils se préoccupent de la protection du public. Moi, on ne peut pas être contre la vertu, simplement comment on le fait. Dans quelle mesure on paramètre ça avec la non-discrimination, etc., etc. Je pense que ça, c'est des questions majeures. Merci pour vos présentations. Vous avez présenté le taux de chômage des nouveaux arrivants à moins de 5 ans, autour de 17 %. Dans le reste du Canada, c'est 6 points de pourcentage plus bas qu'au Québec, selon le données que j'ai sorti. Une différence énorme, 6 points de pourcentage. Ça se traduit sur une migration interprovinciale. Je suis certain, en partie, des gens qui ne trouvent pas d'emploi ici, ultimement sur le PIB potentiel, un impact immense des finances publiques. Est-ce que vous pensez que c'est les ordres professionnels qui est une différence fondamentale qui produit cet écart-là? Est-ce que vous pensez à autre chose? Mais en fait, il y a deux acteurs majeurs de la reconnaissance des compétences sur le marché du travail. Ce sont les employeurs pour le secteur non réglementé et les ordres professionnels pour le secteur réglementé de l'économie. C'est pas moitié-moitié en termes de nombre d'emplois concernés. Hein. Donc, moi, je serais un peu prudent par rapport à ce que vous dites. Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je pense qu'au Québec, l'immigration, elle est peut-être un peu plus récente qu'ailleurs au Canada. Donc, je dirais que... Non. Ok, Madame Jean-Fort, j'ai dit non. Les Indiens vont en Ontario parce qu'il y a plus d'opportunités, plus de croissance. Je pense que la part actuelle de l'immigration dans la main-d'œuvre au Québec, je pense que c'est 11%, 11,1%. Je pense qu'ailleurs au Canada, c'est un petit peu plus. Donc, je dirais, faut laisser un peu aussi le temps au temps. Mais je pense que définitivement, moi, je pense que les employeurs ont vraiment des progrès à faire en termes de GRH. Ça va peut-être avec le niveau d'éducation qui va augmenter, hein, je veux dire, ça c'est important. Mais je pense que les employeurs, ça reste quand même des... Et puis c'est relativement facile d'agir pour peu qu'on leur donne les bons outils. Je pense que les employeurs n'ont pas nécessairement les bons outils pour évaluer les choses. Vous regardez en fait, l'équivalence des diplômes du Midi, les employeurs vous disent que oui, c'est bien beau, mais ça ne dit rien sur la compétence de la personne. Ça vous dit que la personne elle a un bac en sociologie, puis moi j'en ai eu une évaluation du Midi, puis très sincèrement, c'est pas le bon niveau. Alors, il y a du travail à faire en termes d'outils, de référentiels, qui peut être partagé par les acteurs du marché du travail à ce niveau-là. J'ai différentes directions. Il reste encore une dizaine de minutes. Peut-être pour continuer avec la même question, est-ce que les problèmes ou le défi linguistique du Québec est un facteur
par exemple, les travailleurs étrangers qui seraient allophones, qui espèrent trouver un emploi professionnel parce qu'ils ont des diplômes universitaires, bien, souvent, ces emplois-là nécessitent l'utilisation de l'anglais et du français à Montréal. Ce n'est pas le cas à Toronto. Une seule deuxième langue, l'anglais, serait suffisante pour un immigrant. Est-ce que ça peut jouer? Puis, quels sont... Je pense que oui, mais quelle est votre idée par rapport à cette difficulté-là d'intégration linguistique supplémentaire du fait qu'on est une société bilingue, même si officiellement on est une province unie? Je pense qu'effectivement ça peut jouer, mais encore une fois, moi je me placerai du côté des solutions. Puis il y a des solutions qui, je ne dis pas qu'elles sont relativement faciles à mettre en place, mais il y a des entreprises qui ont des cours de francisation in-house. Il y a des entreprises qui laissent le temps aussi, qui accompagnent les personnes immigrantes. Bon, pour les ordres professionnels, c'est l'OQLF, vous avez la charte de la langue française, en fait, c'est l'OQLF qui détermine si la personne peut exercer ou pas en français. Ça peut jouer aussi un rôle, mais les moyens sont pas là, et je pense que ce qu'il faut regarder, c'est des moyens où les entreprises peuvent accompagner peut-être à l'interne. Il y a des entreprises qui le font, encore une fois, des cours de francisation. C'est en 6 mois, vous pouvez vraiment faire remonter les choses. Mais globalement, je pense que oui, il faut l'avoir en termes de difficultés. Il ne faut jamais oublier aussi que l'immigration, il y a toujours eu 2 pôles. Il y a eu toujours un pôle je dirais, économique dans les politiques d'immigration. Il y a aussi un pôle de citoyenneté. Tu sais, je veux dire, je ne suis pas faire de politique là, mais c'est important d'assurer que le fait français demeure vivace en Amérique du Nord. Moi, je suis français, je suis super fier de pouvoir parler la langue que j'ai apprise petit en Amérique du Nord. Fait que je pense qu'il ne faudrait pas sacrifier en fait à l'économie ce qu'on enlève à la démographie ou à la citoyenneté. Par contre, il faut se doter d'outils et ils existent. Donc, il faut les mettre en place. Je suis parfaite. Je pense que vous avez raison. Je pense que pour plusieurs personnes, ça pose un problème, la langue, d'être obligé d'apprendre 2 langues. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de parler français, là, c'est pas ça que je dis. Mais c'est clair que si vous arrivez d'un pays, puis vous avez déjà une connaissance de l'anglais, vous allez être attiré automatiquement à peut-être aller dans un endroit où ça va être plus facile. Mais moi, je reviens sur une chose. C'est beau tout ça, mais si on a de la croissance économique à 0,5 %, je vous garantis qu'on n'aura pas beaucoup d'emplois, là. La croissance économique, là, 0,5 %, ça ne fait pas des enfants forts. Vous avez qu'à regarder ce qui se passe en Alberta actuellement. Je peux vous dire qu'en Alberta, ça vivait richement en Alberta. Ben là, l'Alberta est en train de se vider actuellement. Il y a déjà eu, au début des années 80, un oil bust, là, oui, mais le prix du pétrole avait baissé, puis la migration de retour vers les provinces maritimes ou du Québec avait été importante. Absolument, vous avez parfaitement raison. Moi, à la Banque du Canada, il y a des gens de toutes les provinces, et puis il y a une porte-parole de l'Alberta, puis elle nous raconte comment ça va mal. Et non seulement ça affecte l'Alberta, toutes les provinces atlantiques allaient voyager pour aller travailler en Alberta et revenaient tous les 15 jours. Alors, ça a créé un phénomène incroyable. Mais je pense que la langue, c'est également un frein, pas seulement pour les travailleurs, pour les entreprises également. Ouais. C'est pour certaines entreprises, c'est clair que ça leur pose un problème. Je voudrais encore dire récent. Moi, je ne suis pas économiste. Puis on a parlé de productivité. Mais faites 3 fois que vous le dites, mais ça va pareil. Je veux apprendre de vous. On a parlé de productivité puis de croissance économique, mais quand même positive. Mais la croissance ne peut pas toujours être positive. On parle des 5 prochaines années. Oui, on le souhaite, mais sur l'éternité, c'est impossible. On arrive à et puis, on parle de la croissance économique de l'Alberta qui était très forte avec le prix du pétrole, mais est-ce que c'est une bonne chose que d'avoir une forte croissance économique si c'est simplement dû au fait qu'on est assis sur un baril de pétrole? Ou est-ce que c'est pas mieux de tenter d'améliorer la productivité? Et puis là, bon, il y a les niveaux d'éducation de la main-d'œuvre, mais il y a aussi peut-être le capital. Je pense, chez les économistes, il y a pas l'idée de capital d'investir dans les entreprises, dans la technologie,
On a eu une période, vous avez mentionné que là, le dollar s'est effondré depuis un an, mais on a eu quand même une courte période, une fenêtre d'opportunité peut-être pour les entreprises d'investir dans cette technologie-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils gardent leur cash. Pourquoi? Ils sont assis sur de l'argent. Les entreprises gardent leur argent. Pourquoi? Dorment sur l'argent. Pourquoi Parce les entreprises canadiennes ont fait ça? qu'ils ne voient pas d'opportunité. Vous savez, c'est clair dans le moment qu'il se passe quelque chose de sérieux, en ce sens que vous avez la Chine qui était un moteur incroyable pour tout le monde. Hein, tout le monde exportait en Chine, tout le monde exportait partout. Et là, tout à coup, ça diminue, ça s'effrite. La croissance économique devait être à 9 % en Chine, là, ils disent que ça va être à 4 %. Tout ça, c'est relié. Moi, le pétrole, là, écoutez, c'est pas moi qui va aller défendre de développer le pétrole. Il en demeure pas moins qu'on a tous des voitures, qu'on aime tous ça. Puis tant qu'elles ne sont pas toutes électriques, ce que je sens, on va prendre du pétrole encore. Okay? Alors, il ne faut pas être hypocrite quand même. Moi, j'ai une voiture, je l'utilise, j'en ai besoin pour aller à la campagne, je marche à Montréal, mais je prends le métro, mais si je vais à l'extérieur, il faut que j'aie une voiture. Tout ça pour dire que je pense que la productivité... Bon, vous posez une question très importante. Est-ce qu'on peut avoir toujours de la croissance économique? Oui. 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 On peut avoir de la croissance économique, puis on ne va pas arriver là où ça va être le nirvana. Il va y avoir des besoins hauts, des besoins différents, de la croissance de la main-d'œuvre avec des immigrants qui arrivent, des déplacements. On le voit, là, ce qui se passe là, en Syrie. Ils sont tous à la porte il faut pouvoir rentrer quelque part parce que le feu est pris dans leur pays. Alors, c'est clair qu'on a besoin de croissance économique si on veut payer des études, si on veut payer des docteurs. Non, mais ça, c'est toujours... Je comprends ce que vous avez dit, mais... Il y a une limite à la croissance démographique. Ça, non, mais la croissance économique... Il n'y a pas de limite à la croissance économique. L'ISQ, elle nous donne toujours que la population croît entre 1,5 et 2 % par année. Si le PIB ne croît pas au même rythme, ben le PIB par habitant, lui, il décroît. Ouais. Et on a des programmes à financer. La population est plus vieillissante, ce qui est encore pire. Ça en prend beaucoup de la croissance économique. Là, la question que vous posez, c'est plus sur Y sur N, c'est-à-dire PIB par habitant. Ouais. Est-ce que ça, il faut toujours y aller pour que ça croît davantage? Moi, je pense que oui. Ah non, c'est le contraire. Moi, je pense que ça devrait être mais on peut le faire, mais à ce moment-là, ça la croissance du PIB à 2 % par habitant qui est important, c'est pas... Un va pas sans l'autre. Donc, c'est ce que vous venez de dire. Ça en prend de la croissance économique si on veut que le PIB par habitant, il croît. Et puis, il faut qu'elle soit plus vite que la croissance. Non. Puis, tu ne peux pas avoir la croissance de la richesse individuelle si l'ensemble ne s'enrichit pas. Impossible. Bon, on peut personnellement retourner à l'école, refaire d'autres études, aller se perfectionner, puis personnellement améliorer notre situation. Mais globalement, là, l'un va avec l'autre. J'aurais une autre petite question pour vous tous, les conférenciers. Dans un contexte de recommandations prébudgétaires, parce qu'on sait que c'est l'automne, c'est le moment pour faire ça, un budget qui va tomber au mois de mars probablement. Si vous aviez chacun de vous une recommandation à faire au gouvernement du Québec pour augmenter l'apport des femmes, augmenter l'apport des personnes d'expérience, des immigrants, qu'est-ce que vous choisirez? Merci. Moi, je vais dire la mienne. Moi, écoutez, je vais être partisan. Attentivement. Je vais vouloir qu'ils mettent en place le rapport Godbout dans son intégralité, j'en fais partie. Donc, mais plus précisément, je pense qu'il y a des mesures qui pourraient être prises. Quand on parle des travailleurs d'expérience, le gouvernement a proposé quelque chose là, dans le budget qui, selon moi, n'est pas suffisant. Là. Si on veut vraiment qu'il y ait plus de travailleurs âgés, il va falloir vraiment mettre notre argent là où est-ce qu'on dit qu'on en veut plus, mais il ne faut pas des petits crédits non remboursables là, qui donnent presque rien. Donc, il faut, si on veut faire ça, après, c'est un... Il faut aller jusqu'où? Ah, ben, ce qu'on a proposé, je pense que ça serait déjà un bon point de départ. Moi, ce ne serait pas nécessairement une recommandation financière ou budgétaire, mais moi, ce que je dirais, c'est regardons à long terme et ne sacrifions pas... Le budget est au printemps. Je sais, mais regardons les choix. C'est déjà du long terme pour certains, mais je dirais regardons à long terme ce qu'on veut faire comme société, puis peut-être que je vais être en désaccord, mais
faisons attention aux choix budgétaires qu'on fait maintenant, même si c'est dans un budget, ça peut avoir des répercussions à long terme. C'est une façon élégante de rien dire finalement, mais moi j'endosserais également, je pense qu'il y a d'excellentes recommandations dans le rapport de Luc Godbout et de son équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans ça pour augmenter, mais c'est clair que la productivité du Québec, à mon avis, c'est le nerf de la guerre, et ça passe par de l'éducation. Et il va falloir que les gens aillent à l'école, qu'il y ait de la formation continue. C'est pas tout d'aller à l'école, là. C'est qu'imaginez-vous, de nos jours, il faut continuer d'aller à l'école jusqu'à 70 ans. Ça n'arrête pas. Philippe Couillard, qui est neurologue, neurochirurgien, me disait un jour, tu sais Monique, là, ce que j'ai appris dans mes livres, là, ça ne sert presque plus à rien. C'est fini. C'est tout changé. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette dans la tête qu'on doit être en formation continue. Puis on retourne à l'école, puis on va sur l'Internet, puis on regarde ce qui se fait, puis on le fait. C'est un peu déprimant, là, mais c'est ça. Non, je pense effectivement, je ne peux que souscrire, travailler dans le secteur de l'éducation aussi, sans être corporatiste pour autant. Je pense que c'est extrêmement important de travailler là. Je pense que peut-être c'est vrai qu'il y a certaines façons de faire à changer, mais reste que la mission de l'éducation est essentielle dans une société comme aujourd'hui. Puis je crois qu'il faut encore une fois regarder à long terme et sauvegarder aussi ce qui se fait bien, puis éventuellement investir encore plus. Donc, c'est bien ce que j'entends, c'est que le ministre des Finances devrait permettre au ministre de l'Éducation de plus grand budget pour améliorer l'intégration économique des immigrants, l'éducation chez les garçons et les filles, et puis leur intégration économique plus tard, et la formation continue aussi. Tout à fait. Une autre question de la même importance. Maintenant, si vous deviez vous placer pour les organisations et les entreprises, quelle serait votre recommandation? Une seule. Si vous avez une recommandation pour chacun de vous. Pour les entreprises. Ben, si j'avais une recommandation à faire, modernisez-vous. Modernisez, prenez votre argent sur lequel vous êtes assis et modernisez votre entreprise de sorte que si vous êtes Maple Leaf, puis vous vous comparez à une entreprise qui est en Nouvelle-Zélande. Voilà ce que je dirais. Valorisez vos travailleurs d'expérience. Juste pas dire intégrer des immigrants. Je vous remercie beaucoup, tous les trois. Je pense qu'on a eu un excellent débat. Et je voudrais remercier aussi Maha d'avoir préparé avec Kim toute cette série de débats, et ainsi aussi remercier l'audience qui est venue nombreuse, je pense, pour assister à ce débat. Alors,